Salut les anacalypsiens, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Euh, Aujourd'hui on va revenir sur plein de petites choses, donc la vidéo va être très longue. Voilà, donc n'hésitez pas à aller prendre un petit truc à grignoter ou à boire ou peu importe. En plus normalement ça devrait sortir en début de soirée, si vous n'avez pas encore mangé, bah, profitez pour regarder ça en mangeant. Bref, parce que pour expliquer, hein, euh, en ce moment, j'ai pas mal de soucis avec mon ordi. Ça m'était déjà arrivé au mois de février pendant mes vacances que mon ordi sur lequel, enfin, globalement pour expliquer, j'ai un ordi pour les cours, mon stage, donc tout le côté un peu professionnel, études. Euh, j'ai un ordi qui lui me sert pour entre guillemets les loisirs, pour jouer à des jeux, faire les vidéos, les montages et tout ça. Mais du coup, ce deuxième ordi, qui sert notamment pour les vidéos, il bug de plus en plus. En même temps, il est très très vieux, hein. D'abord, il appartenait à des amis à moi et mon frère. Ensuite, il appartenait à mon frère. Maintenant, il m'appartient à moi. Bref, je le sens que d'ici quelques mois, il risque de me claquer dans les mains. Je lui donne pas quelques années de plus à vivre. Mais le problème, c'est qu'en ce moment, bah, il fait beaucoup de mises à jour, il est de plus en plus lent. Voilà, comme j'ai dit, au mois de février, je me suis tapé des tonnes de mises à jour, ce qui fait que bah, pour sortir des vidéos, bah, c'était un bordel, ce qui fait que la chaîne de catch a pas été trop touchée par ces problèmes-là, mais ma chaîne de musique, oui. Et là, c'est l'inverse, hein. J'ai eu le temps de prendre de l'avance sur ma chaîne musicale, mais alors la chaîne de catch, elle prend un peu cher parce que bah, forcément, c'est au moment de sortir la nuit 2 de WrestleMania que l'ordi décide de refaire chier, voilà, en devenant hyper lent. Mais quand je vous dis lent, c'est très très lent, tellement lent que même ouvrir un truc de explorateur de fichiers là, il met limite 5 minutes quoi. Et puis si tu cliques sur le truc de fichier, attention il se met à bugger parce que et je sais pas pourquoi il devient comme ça. Au début je me suis dit parce qu'il y a peut-être trop de choses sur l'ordi parce que j'avais beaucoup de trucs dessus. Donc j'ai essayé d'enlever plein de trucs. Ça améliore pas forcément la chose, c'est un petit peu mieux mais ça améliore pas forcément la chose. Et le problème, c'est que je peux quasiment plus faire de montage dessus. Et oui, parce que bah, quand j'enregistre là, comme je le fais actuellement, bah, les trois quarts du temps, mon Audacity il bug et tout. Ce qui fait que ben, des fois, entre ce que je dis sur Audacity et ce que j'ai en vidéo quand je me filme, et ben, tout est décalé. Donc ça, c'est très très chiant. Et en plus de ça, quand je m'enregistre, enfin que je me filme, comme j'ai fait pour WrestleMania, euh, et ben le problème c'est que je peux plus vraiment mettre de fichiers sur mon ordi. Voilà. Bah après j'ai pas retesté depuis, mais prendre des fichiers de l'ordi vers une clé USB, un disque dur, quoi que ce soit, ça marche très bien. C'est à peu près les temps qu'il faut, comme avant. Par contre, dans l'inverse, de mettre des vidéos que j'ai pris avec mon téléphone dessus, celle de WrestleMania, il a jamais voulu. À chaque fois, je me tape au bout d'un moment un message en mode ah le délai est dépassé, paf. Alors que quand je mets un truc de l'ordi sur une clé, ça met beaucoup plus de temps, mais il n'y a pas de problème. Par contre, du téléphone à l'ordi, là par contre, d'un coup, boum, il veut pas. Il a jamais voulu mettre la vidéo que j'ai filmée de WrestleMania sur l'ordi. Je sais pas pourquoi. Donc pour l'instant, je suis en train d'un peu de faire le transfert de tout ce qu'il y a sur l'ordi à la base qui me servait pour faire les vidéos sur mon autre ordi. Hein. Finalement, mon ordi qui est censé servir qu'au cours et mon stage, bah, finalement, va servir à tout, hein, tout et n'importe quoi. J'ai plus le choix. Mais du coup, maintenant, j'ai pris tellement de retard que je ne vais pas sortir ma vidéo Nuit 2 de WrestleMania et non plus la vidéo d'NXT de la semaine dernière. Donc, tout simplement, dans cette vidéo ici, on va revenir sur l'épisode d'NXT de cette semaine. On fera un petit récap de ce qui s'est passé à NXT la semaine dernière, puisque j'avais pris quelques notes, il y avait des petites choses intéressantes. Et on fera aussi un petit récap de ce qui s'est passé côté WrestleMania. Voilà, donc l'intro est un peu longue, mais je trouve que c'est important d'expliquer pourquoi il y a comment dire, des vidéos entre guillemets qui manquent et, et voilà. Donc
On commence donc avec Noam Dar contre Dijak, donc victoire de Noam Dar avec un running kick et l'intervention de Oro Mensah. Alors j'ai été un peu surpris parce que la semaine dernière, Oro Mensah avait l'air un peu saoulé, avait l'air de pas être dans le même mood que Métaphore, donc je me suis dit tiens, est-ce qu'il va se passer un truc avec Oro Mensah qui va quitter le groupe et tout ça. Bon, pour l'instant on n'a pas l'air de partir là-dessus, mais j'avoue que la semaine dernière, j'avais trouvé le comportement de Mensah un peu particulier, mais finalement, un peu comme ils ont fait Clash Legends, où on nous a teasé une possible trahison avec le bisou et tout avec Trick Williams, ce qui finalement s'est très très vite retourné contre Williams. Donc voilà. Le match en lui-même était vraiment pas mal. Alors, je vais peut-être dire une connerie, mais j'avais l'impression que c'était la première fois qu'on se tapait un Noam Dar Dijak depuis le retour de Noam Dar à NXT, puisqu'avant il était à NXT UK et ensuite il arrivait à NXT. Peut-être que je dis une grosse connerie, que j'ai oublié un match de Noam Dar et tout, mais je suis quasiment sûr que non, parce que c'est un gars que j'aime beaucoup. Dijak un petit peu moins, mais plus ça va, plus j'arrive à apprécier Dijak. Mais je suis quasiment sûr qu'en 1 an et demi, c'est la première fois que les deux hommes s'affrontent dans un ring. Puisque Noam Dar avait ses histoires de coupe, alors que Dijak lui était plus dans des histoires avec Ilya Dragunov autour du titre nord-américain ou des choses comme ça. Donc voilà, ça fait du bien de voir une affiche un peu fraîche, en plus avec deux très bons catcheurs. Voilà, enfin, ouais, j'ai pas grand chose de plus à dire en vrai sur ce match parce que le match était juste très bien. Je suis pas sûr que ça ait été mon match préféré de la soirée, il y en a un que j'ai préféré, mais celui-ci était quand même efficace. J'ai vraiment adoré cet opener. Et en général, les openers déçoivent pas trop. J'ai déjà vu des openers qui étaient pas très très bons à NXT, mais les trois quarts du temps, je trouve que les openers sont vraiment excellents. Ensuite, on a eu un match entre Sol Ruka et Lola Vice, avec une victoire de Lola Vice grâce à une intervention de Blair Davenport. Et là, j'ai pas compris ce qui s'est passé, parce que le match déjà en lui-même il est plutôt sympa. Hein, on a notre spécialiste des coups de pied avec Carmen. Voilà, Carmen hein, qui se fait totalement éclipser par Natalia, ça me fait un peu chier, mais bon, voilà. Et Sol Ruka hein, qui est juste incroyable également dans ce qu'elle fait. Donc deux femmes que j'adore qui s'affrontent, je suis très content, elles ont fait plutôt du bon taf. Voilà, il n'y a pas grand chose de plus à dire, c'était bon, après, voilà. Je pense qu'ils peuvent encore faire mieux. Mais le but, de toute façon, c'était pas qu'elles fassent mieux. Le but, c'est juste d'avoir un petit match d'attente en attendant leur rivalité respective. Hein. Sol Ruka, Davenport et Lola Vice, Natalia, Carmen. Hein. Ce serait bien que Carmen reprenne un peu du lead. Hein. À la base, c'est quand même elle. Enfin, je veux dire, quand les légendes y viennent à NXT, normalement, ils sont censés être là pour les mettre en avant, pas pour prendre leur place. Mais bon, voilà. Mais ce que je comprends pas dans le match, en fait, c'est la fin où, en gros, Sol Ruka, elle est sur la 3ème corde, elle est prête à sauter sur Lola Vice. T'as Blair Davenport, du coup, qui intervient, qui fait tomber Sol Ruka, qui la déséquilibre sur les cordes. Et du coup, bah, forcément, Lola Vice, elle en profite, elle termine Sol Ruka et remporte son match. Là où, comme je disais, je comprends pas, c'est que l'arbitre, il dit rien, parce qu'on est dans un match simple. En plus, l'intervention, elle est pas faite dans le dos de l'arbitre. Hein. L'arbitre, il voit très très bien ce qu'il fait, hein, parce que tu le vois aller vers Davenport en mode « Oh, qu'est-ce que tu viens de faire, là, machin ?» Bref, l'arbitre, à aucun moment, il sonne disqualification, victoire pour Sol Ruka, ce qui serait tout à fait normal, hein, puisque si Blair Davenport agresse Sol Ruka, c'est comme si elle intervenait en faveur de Lola Vice, mais tu comprends pas pourquoi. Là, l'arbitre il dit rien, il laisse couler, il est en mode allez, le match continue, alors que devant lui, il y a une meuf qui vient d'agresser une des catcheuses dans un match simple. Voilà.
Comme dirait Sturi, on peut passer un petit coup de fil à Michel Beaujolais parce que là, il y a des trucs qui ne vont pas dans l'arbitrage. Après, le match en lui-même, il était très bon, mais c'est vrai que vu que les deux femmes ont un programme à NXT Heatwave la semaine prochaine, faut pas non plus que l'une paraisse trop faible par rapport à son futur match. Donc qu'il y ait une intervention, à la limite, on s'en fout, mais la faites pas dans les yeux de l'arbitre et que l'arbitre ne dise rien, ça n'a aucun sens. Bref. Ensuite, on a eu Ridge Holland, qui finalement, il n'a pas quitté la compagnie. Moi, je croyais qu'il avait pris sa retraite, mais non. Qui revient dans un personnage, mais vous voyez, NXT, il n'y a pas longtemps, là, il y a eu une annonce comme quoi NXT fera partie de la draft. Alors je sais pas s'il y aura des noms piqués à NXT comme ils font à Raw ou SmackDown, mais en tout cas ils sont éligibles à rentrer dans le roster principal, mais surtout les gens du roster principal sont éligibles à être envoyés à NXT. Et j'ai vu des gens sur les réseaux sociaux en mode oui, envoyer des gens à NXT c'est pas bien, nanana, c'est que le troisième show, en gros c'est de la merde. Vraiment, il y a vraiment des gens qui se disent fans de la WWE et qui sont ultra méprisants envers NXT. Ces gens-là, je les comprends pas. En même temps, c'est les mêmes connards qui sont en train de cracher sur AEW, NJPW, ROH, TNA, bref. Voilà, pour eux, il n'y a que Raw et SmackDown qui sont géniales et tout le reste, c'est de la merde. Ce genre de fan, j'ai du mal. Parce que moi, je ne parle jamais des autres compagnies, AEW, encore une fois, ROH, TNA, Stardom, NJPW, la AAA, tous ces machins-là. Mais moi j'en parle pas parce que j'ai pas le temps, c'est tout. J'en parle pas parce que je les aime pas, surtout que dans la plupart des compagnies il y a des gens que j'adore. Il y a Dolph Ziggler, Nick Nemeth du côté du Japon, du côté AEW il y a les Hardy Boys, même si maintenant Matt Hardy il est agent libre, mais il y avait les Hardy Boys, il y a Adam Copeland, enfin bref, il y a Tony Storm, bref, il y a plein de gens que j'aime bien là-bas. Et c'est juste que j'ai pas le temps de m'intéresser à toutes les compagnies, donc je me concentre uniquement sur la WWE parce que avec le network c'est beaucoup plus simple d'avoir accès à des choses actuelles et du passé pour faire des vidéos. Mais voilà. Et ceux qui réagissent comme ça, franchement, j'ai beaucoup de mal avec ce genre de comportement. Mais du coup, moi comme je disais, NXT c'est bien qu'on envoie des gens là-bas. C'est très bien parce que il y a des catcheurs qui sont hyper mal écrits, hyper mal travaillés dans le roster principal, qui une fois arrivés à NXT, ils ont des histoires de fous. Je pense à Mustafa Ali. Mustafa Ali, c'était incroyable du côté de NXT, alors que dans le roster principal, il faisait n'importe quoi avec. Tu prends Dominic Mysterio avec son règne nord-américain, c'était très bien. Je pense à Baron Corbin que j'aimais pas dans le principal, je l'ai adoré, surtout dans son équipe avec Braun Breaker, et même quand ils étaient tous les deux en rivalité, c'était très bien aussi. Et Ridge Holland, il fait partie de ces gars-là. Ridge Holland, je détestais parmi les Brawling Brutes. Alors je dis pas qu'aujourd'hui je suis grand fan de Ridge Holland, mais juste ce qu'ils en font avec ce mec complètement taré, t'as l'impression qu'il a une double personnalité, tu comprends pas, il devient complètement fou, mais j'adore ce qu'ils font avec, en termes de personnage je parle. Franchement j'adore, le gars il vient, il fait un discours au bout d'un moment pour se mettre en avant, oui mais j'ai blessé des gens, mais moi aussi je reçois des blessures dans ma carrière et tout. Tu te dis ok ça passait bien, mais tu te dis ouais c'est super, le mec il blesse des gens mais sa défense c'est oui mais moi aussi j'ai été blessé. Tu te dis son personnage ça commence à un peu se tendre, après il vient en mode oui moi je me casse et tout, pour ensuite revenir agresser je sais plus qui, bref j'aime beaucoup ce qui se passe, ces coups de colère toutes les 5 minutes dès qu'il fait face à quelqu'un il se contrôle pas, je kiffe ça, franchement je kiffe ce qu'ils font avec Ridge Holland. Alors que au sein des Brawling Brutes, je m'en battais les couilles, voilà. Bref, tout ça pour dire que faites venir les gens, mais pas n'importe qui, faites venir ceux qui sont mal écrits dans le ressort principal à NXT, si c'est pour leur donner de l'écriture, comme vous faites avec Ridge Holland, comme vous faites avec Baron Corbin, comme vous avez fait avec Mustafa Ali, bah oui, continuez à en ramener, là, quand on voit ce qu'ils font avec Ivar, franchement le match qu'il a fait dans ce show j'ai adoré.
Ce qui... En plus, ça annonce un match contre Obafemi, mais Obafemi Ivar, deux poids lourds comme ça, mais j'ai envie de voir ça. Donc franchement, les gens qui sont hyper méprisants avec NXT, bah juste envie de dire, allez vous faire foutre. Voilà, allez vous faire foutre. Bref. Du coup, Ridge Holland, il fait face à Joaquin Wilde, et on a un match assez intéressant. Alors après le match, je l'ai vu ce matin, avant de voir un pote et ensuite d'aller au travail, donc mes souvenirs ils sont un peu lointains, mais je me souviens que c'était quand même assez cool. Je me souviens d'un moment de voltige de Joaquin Wilde en mode je passe entre les cordes extérieures du ring et qui se fait choper direct en power slam. C'était le move, il était incroyable. Et les deux hommes, ils ont tout donné, on sentait de l'intensité, et j'aime trop le personnage à moitié bipolaire de Ridge Holland, parce que quand le match il commence, il est en mode vas-y, je vais serrer la main de mon adversaire et tout, alors que backstage, enfin pas backstage, mais en vignette, nous on a vu qu'il avait plaqué le mec contre le mur, juste parce qu'il avait fait une tape sur l'épaule et tout, enfin bref, le mec... il est complètement fou, il agresse quelqu'un et puis le lendemain il est en mode vas-y je te serre la main mon pote, on y va fair play. Joaquin Wilde forcément il a montré de l'intensité avec tout ça, bref. Le match était très cool, Joaquin Wilde c'était une valeur sûre, je le connais pas depuis longtemps mais à chaque fois que je le vois c'est incroyable. Ridge Holland j'ai beaucoup aimé ce qu'il a fait ici, et son personnage franchement j'adore. On peut noter que Shawn Spears a observé le combat, donc il faut croire que la rivalité entre Shawn Spears et Ridge Holland ne se terminera pas tout de suite. Autre chose à noter que j'ai trouvé très très intéressant, c'est peut-être anodin mais moi je trouvais ça intéressant, c'est le finish du match. Et oui, parce que le finish du match c'est Ridge Holland qui porte une sorte de DDT à Joaquin Wilde pour terminer le match de manière clean. D'ailleurs, un des rares matchs qui se termine de manière clean dans ce show. Je crois qu'il n'y en a que 3 sur tout ce qu'il y a, c'est pas beaucoup. Je crois qu'il y a autant de matchs clean que de matchs avec intervention. Ça, c'est un peu dommage. Peut-être qu'il y a un peu trop d'intervention dans ce show. Mais bon. Mais si vous vous souvenez de Ridge Holland, Ilya Dragunov, c'est sur cette même prise avec laquelle Ridge Holland a gagné ce soir que Ridge Holland avait kayfabe blessé Ilya Dragunov, et du coup franchement j'ai trouvé ça très intéressant que cette prise avec laquelle il a blessé Ilya Dragunov lui serve de finisher. Alors après peut-être que c'est son finisher de base, moi je connais pas seulement Ridge Holland pour savoir quel est son finisher. Mais moi j'ai trouvé ça intéressant, je me dis c'est une prise avec laquelle il est censé avoir blessé Dragunov, il s'en sert comme finisher. Je trouve ça hyper intéressant au vu de l'écriture de son personnage. Ensuite, petit moment intéressant où on va parler d'un sujet un peu sensible pour certains. Moi c'est pas le genre de choses qui me dérange d'en parler, même si c'est quand même des choses assez graves, mais on va avoir, d'abord on va parler du catch, et on finira sur la partie Drew Gulak. Voilà, pour ceux qui ont suivi les infos, vous voyez déjà de quoi je parle. Mais on a eu du coup une promo avec Tony D'Angelo qui est venu en ring. J'avoue que le début de la promo, j'ai pas trop suivi, quand les gens ils se mettent en avant en mode oui j'ai gagné parce que nanana, je suis trop content, oui j'ai perdu parce que nanana. J'avoue que c'est pas les promos que je trouve les plus emballantes et tout ça. On reviendra tout à l'heure sur la promo de Roxanne Perez de la semaine dernière. Voilà, j'avais un peu rien à faire de ce qu'elle racontait. Et je me trouvais que le plus intéressant la semaine dernière, c'était Tatum Paxley dans le lot. Ce qui, est quand même pas la catcheuse la plus mise en avant à NXT, quoi. Mais du coup, on a les No Quarter Catch Crew qui interviennent, et déjà on peut remarquer qu'ils arrivent à 3 au lieu de 4. On a vu Damon Kemp, Charlie Dempsey et Miles Bourne. Et on remarque notamment que apparemment il y a eu un pacte financier entre les deux clans, que Tony D'Angelo ait donné de l'argent à No Quarter Catch Crew
et que maintenant ils aimeraient récupérer ce que le clan leur doit. Le clan ne veut pas rendre l'argent, ce qui fait que Tony D'Angelo va montrer un certain intérêt pour la World Cup Heritage. Donc on peut peut-être s'attendre à un moment donné à un match entre Tony D'Angelo et très certainement Charlie Dempsey pour la coupe. Je me demande pas pourquoi Charlie Dempsey, mais je pense que maintenant qu'il n'y a plus de Drew Gulak, je pense que Charlie Dempsey sera sûrement celui qui aura le plus le rôle de leader. Déjà on l'a vu ici, c'est lui qui a été au milieu. Et en général, le catcheur qui est au milieu, c'est souvent celui qui est le plus important, qui parle le plus et tout ça. Bref. Donc j'ai assez hâte de voir ce qui va se passer entre ces deux clans, c'est plutôt intéressant. Tony D'Angelo il rebondit très facilement après sa défaite contre Dragunov, voilà. Il n'a pas eu le titre d'NXT, mais il part sur la la coupe. Sur la coupe, donc c'est pas plus mal comme ça, voilà, il reste pas entre guillemets à rien faire dans la mid-card. Enfin, techniquement la coupe ça reste quand même de la mid-card, mais je veux dire, il y a pire que juste faire des matchs sans raison, entre guillemets. Forcément ça finit un petit peu en baston, voilà, bon c'est sympa, The Family prend le dessus, et c'est très bien. Bien sûr, le détail à noter, c'est pourquoi Drew Gulak est absent. Et oui, parce que il n'est pas absent pour rien. Par contre, ce qui me fait peur, c'est que lui, on le punisse, mais pas Brock Lesnar. Vous allez comprendre. Drew Gulak, en gros, il y a comment elle s'appelle j'allais dire Roxanne Perez, ça n'a rien à voir. Ronda Rousey, techniquement ça compte pareil, les deux comptent par RO. Mais Ronda Rousey qui globalement a balancé plein de trucs sur la WWE et notamment a fait étalage de harcèlement. Alors je crois que c'est du harcèlement, je sais pas s'il y a eu plus que du harcèlement, mais bref, le harcèlement c'est déjà extrêmement grave. Mais globalement voilà, Drew Gulak se serait très très mal comporté avec elle, et là elle a décidé de tout balancer. De balancer plein de trucs, que ce soit pendant son travail, des choses comme ça. Et du coup, quand elle a balancé que Drew Gulak l'avait harcelé ou un truc dans le genre, et du coup, Drew Gulak a été tout de suite éclipsé des écrans. Très certainement que ça sera jusqu'à la fin de son contrat, peut-être même que son contrat va être résilié, je sais pas, mais en tout cas, je pense qu'on n'est pas prêt de revoir Drew Gulak sur un ring de catch. Voilà. Et comme je dis, c'est quand même particulier, c'est là où on voit que quand tu as une certaine aura et du fric et une certaine importance auprès du public, on peut te pardonner les choses plus facilement. Parce que comme je dis, Drew Gulak il a pas la notoriété et tout d'un Brock Lesnar, donc lui tout de suite bam on l'a éclipsé, alors que Brock Lesnar ce qu'il a fait c'est extrêmement grave. C'est même, je dis pas que ce que Drew Gulak a fait c'est pas grave, mais c'est beaucoup plus grave ce que Brock Lesnar il a fait, et pourtant on entend pas mal parler d'un possible retour de Brock Lesnar, pas tout de suite, mais qui reviendrait dans le ring. Voilà. Alors que Brock Lesnar a quand même participé à du trafic sexuel. C'est hyper grave du trafic sexuel. Mais Brock Lesnar, en fait, là où il s'en sort, c'est que lui, on lui a proposé... en fait, c'est que c'est Vince McMahon qui a proposé de partager la meuf avec Brock Lesnar. J'en reviens même pas que je suis en train de parler d'une meuf comme si c'était un objet, mais techniquement dans la tête de Vince McMahon, c'est clairement ça, c'est je te prête cette meuf là, tu baises avec et puis hop, ton contrat il est bon. Vraiment c'est n'importe quoi. Et du coup en fait cette femme là a décidé de retirer sa plainte contre Brock Lesnar pour juste se concentrer sur Vince McMahon, parce que c'est quand même Vince McMahon qui est quand même l'instigateur du trafic sexuel, c'est quand même lui qui a proposé l'idée à Brock Lesnar. Alors peut-être que certains excuseront Brock Lesnar en mode oui mais il a fait que accepter machin, enfin bref. Pour moi ça reste quand même hyper grave. Certes c'était pas son idée à lui,
mais il a participé à ce trafic sexuel. Il a de la chance que cette femme-là, je dirais pas qu'elle lui a pardonné, mais qu'elle a retiré sa plainte contre lui. Mais voilà, c'est extrêmement grave. Et je comprends pas que la WWE compte faire revenir Brock Lesnar. Parce que vraiment, la WWE compte faire revenir Brock Lesnar. Et je comprends pas. Parce que ce mec a fait un truc qui est hyper grave. Voilà, je veux dire, demain, un lambda comme moi qui fait du trafic sexuel comme ça, je peux vous dire que moi, je finis en prison direct. Il n'y a pas de problème. Ou même si, je veux dire, on porte pas plainte contre moi, mais que ça se sait, je prends un backlash direct. Que là, Brock Lesnar, il a l'air de bien s'en sortir. Les gens ont l'air d'en avoir rien à foutre, alors que ce qu'il a fait, c'est hyper grave. Et lui, on l'efface pas. Drew Gulak, on l'efface. Et d'un côté, je dis pas que c'est pas bien, mais je veux dire, c'est pas normal que les deux ne soient pas traités de la même manière. Il y en a un qui fait du harcèlement, on l'efface, l'autre qui fait du trafic sexuel qui est encore plus grave, et lui, on compte le faire revenir. Alors que pour moi, il devrait, comme Drew Gulak, juste ne plus jamais réapparaître dans la compagnie. Bref. C'était un peu la parenthèse moins rigolote, mais c'est quand même important de parler de ces choses-là, de la différence de traitement des talents. Encore une fois, Triple H, il nous offre des très belles choses et tout, mais je trouve que sur certaines choses, il gère pas très bien. Et je trouve que là-dessus, notamment, il gère pas très bien. Et puis en même temps, il sait très bien, Brock Lesnar, avec ce problème ou pas, dans tous les cas, il y a des milliers, voire des millions de gens qui vont quand même en avoir rien à foutre et venir le soutenir. Donc, comme ils disent, c'est le business. Ils sont là juste pour faire du fric. Je crois qu'ils en ont un peu rien à foutre. En soi, Drew Gulak, il rapporte pas autant que Brock Lesnar, donc tu peux l'éclipser. Bref, ça pardonne pas les mauvaises actions, mais pour moi, des personnes qui commettent des crimes doivent juste tous être traités de la même manière. Alors forcément qu'une peine soit différente en fonction du crime commis, évidemment, mais il ne devrait pas y avoir de différence de traitement juste parce que tu es plus populaire ou tu ramènes plus d'argent ou quoi que ce soit. Pour moi, ça devrait pas marcher comme ça. Après, je suis pas un businessman, donc forcément, j'ai pas le même état d'esprit que Triple H. Mais voilà, en tout cas, je peux vous dire que si un jour Brock Lesnar il revient vraiment dans le ring, je peux vous dire que je vais péter un câble. Voilà. Bref, passons à quelque chose de plus joyeux avec sûrement voire le meilleur match de la soirée. Je suis désolé, peut-être certains vont penser que c'est le main event, mais honnêtement, le main event, je me suis un peu ennuyé. Voilà. Ce match, par contre, l'Open Challenge de Ilya Dragunov était incroyable. Puisqu'on a eu plein de catcheurs qui voulaient rentrer dans le ring, ceux qui étaient tous en train de s'en empêcher pour être celui qui rentrerait, et il y en a un qui a été un petit malin, qui est passé par l'autre côté du ring où il n'y avait personne, en passant par-dessus les cordes et Ilya Dragunov, et ce catcheur, c'est Javon Evans, le catcheur qui a fait ses débuts la semaine dernière, et on peut dire que, deux apparitions, mais incroyables, ce Javon Evans, il est incroyable. En plus, tu vois, il arrive, il fait son deuxième match à NXT. Alors, je sais qu'il a fait plein de matchs à NXT Level Up, mais dans le NXT classique, quoi, normal, c'est son deuxième apparition, deuxième match direct, un match contre le champion de NXT. Incroyable. En plus, la perf, elle est folle. Le seul truc que je trouve un peu gênant dans ce match, c'est que tu te dis, en fait, Ilya Dragunov, il est pas si fort que ça. Et tu te dis, en fait, tout le roster, en fait, est un peu à chier à NXT, quoi. Parce que tu te dis, t'as un random qui arrive, c'est son deuxième match, il te met à mal Ilya Dragunov, et tu te dis, ok, donc si un random qui commence peut mettre à mal Dragunov, techniquement en fait tout le monde peut battre Dragunov, quoi. Et donc en fait même ce nouveau il peut défoncer n'importe qui dans le roster, quoi. S'il fait vraiment jeu égal avec Dragunov, techniquement il peut faire jeu égal avec tout le monde, quoi. Donc ça c'est un peu le côté qui m'a un peu gêné, c'est ce côté où vraiment Javon Evans faisait vraiment jeu égal avec Dragunov. Après le match il était incroyable, donc voilà, on va dire que ça cache un peu la misère, mais je trouve que c'est un peu dérangeant
d'avoir un champion construit très fort et puis que un mec sorti de nulle part fasse jeu égal avec. Après, le match était incroyable, hein, Jivan Evans, mais il vole partout, il est incroyable. Là, je crois que j'ai mis une photo où il s'envole à l'extérieur du ring sur Dragunov, mais vraiment, quand il est dans les airs, c'est génial. T'as envie de voir un concours de saut entre Joachim Wade, Montez Ford et lui, quoi, pour voir qui fait les meilleurs sauts sur les gens à l'extérieur du ring, quoi. Pardon. Mais voilà, dans la globalité, le match était excellent, à part la diminution de la puissance de Dragunov, qui d'ailleurs va finir le match avec son torpedo Moscou, hein, de manière assez classique. Une chose que j'ai notée pour ne pas oublier, c'est tout simplement un moment que j'ai adoré, c'est, vous savez, ce moment où Dragunov il part dans les cordes, où il passe les jambes à l'intérieur, pour ensuite faire une rotation, revenir et mettre un coup de la corde à linge. Et là, au moment où il fait ça, t'as Evans qui contre ça avec un Spanish Fly. C'était incroyable. Je m'y attendais, mais alors pas du tout, franchement. Et il y a eu plein de beaux moves pendant ce match. Franchement, c'est pour moi, s'il y a bien un match que je conseillerais dans ce show qu'il faut voir cette semaine, c'est vraiment celui-là. Franchement, vous pouvez vous passer du reste. Vous regardez Ilya Dragunov, Jivan Evans, c'est incroyable. Franchement, c'était pour moi le meilleur match de la soirée. Ensuite, on a eu un match entre Thea Hale et Tatum Paxley. Match sympa, mais j'avoue que j'en avais pas grand chose à faire, hein. D'ailleurs, je sais même pas pourquoi Tatum a un match contre Thea Hale. J'ai pas vraiment compris pourquoi. Non, j'ai pas compris pourquoi. Les deux elles s'affrontent. On a un peu rien à foutre. Voilà, le match est quand même intéressant. J'ai beaucoup aimé ce que Tatum Paxley a proposé, notamment la prise de soumission que vous avez à l'image, qui est plutôt originale, qui doit être dur à porter quand même, parce qu'il faut porter tout le poids de son adversaire comme ça, mais j'ai bien aimé. Il y a d'autres choses aussi qu'elle a faites, comme à un moment donné, ouais, dans le coin, elle fait un crossbody et qu'ensuite elle se raccroche à elle-même pour un peu faire une contorsion sur le coin du ring et tout. Je trouvais que, en tout cas, que Tatum Paxley faisait des choses très intéressantes. Donc voilà, je veux dire, le match est un peu osé, j'en avais rien à foutre. Mais il y avait des choses intéressantes. C'est pas comme le match suivant où là, j'en avais encore plus rien à faire et que j'ai même pas suivi vraiment le match. Et du coup, dans celui-ci, bien sûr, il y aura une intervention de Jessie Jane et de Jazz, avec notamment Jazz qui va détourner un peu l'attention de l'arbitre. Et je crois que ce moment où Thea Hale fait son senton, là où elle prend appui sur la corde et puis elle repart en senton en arrière. Je crois que c'est au moment de faire ça où Jessie Jane lui attrape les pieds pour la déstabiliser, et ensuite avec une sorte de petit paquet, du coup Tatum Paxley, vraiment que j'aime de plus en plus, Tatum Paxley, du coup l'emporte. Du coup ça part en baston côté Thea Hale et Jessie Jane, et ça part également en baston côté Lyra Valkyria et Tatum Paxley. Voilà, on reviendra un peu plus tard sur ce qui s'est passé entre les deux. Mais le truc intéressant, en restant juste sur cet épisode, c'est la vignette de Tatum Paxley. Elle était incroyable. C'est peut-être la vignette que j'ai préférée de l'épisode. Hein, comme je le dis, Tatum Paxley, je l'aime de plus en plus. J'adore ce qu'ils font avec. En plus, j'avais raison sur ce qui allait se passer avec elle. On reviendra tout à l'heure, mais j'avais raison. Je suis super content. Voilà. On a une vignette où en gros t'as Tatum qui est avec des petites poupées dans un lieu un peu lugubre et tout, et puis elle est là en mode j'ai un truc en mode, je crois que j'ai suivi toutes les championnes de NXT en mode j'étais fan et tout, et puis elle les énumère toutes les championnes de NXT qu'il y a eu, en disant que Lyra Valkyria c'est celle qu'elle préférait, qu'elle est comme sa meilleure amie, machin et tout. Sauf qu'en réalité, en fait, le truc qui faisait qu'elle aimait Lyra Valkyria, c'était le fait qu'elle soit championne de NXT. Et comme elle dit, maintenant que Lyra Valkyria a perdu son titre, pour moi, elle n'est plus rien.
et j'ai adoré. Franchement, la vignette, elle est incroyable. Franchement, si elle est trouvable sur internet, vous n'avez pas le network et tout, allez checker cette vignette, elle est vraiment, vraiment très bien. Moi j'ai adoré, mais en même temps j'aime tout ce qui se passe autour de Tatum Paxley actuellement. Dans le ring, c'est vrai que je trouve qu'on n'en voit peut-être pas suffisamment, mais en termes de personnages, j'aime énormément ce qu'ils font avec. Ensuite, on a eu les AOP, donc Akame Rezar contre Malik Blade et Idris Enofe. Et je vous avoue que alors là, j'étais pas du tout dans le match. Mais vraiment pas du tout. J'en avais rien à faire parce que le match, il ne sert à rien à part donner une victoire à AOP avant qu'ils aillent très certainement affronter Axiom et Nathan Fraser. Puisque en gros, la semaine dernière, The Final Testament, dont font partie les AOP, ont agressé les nouveaux champions par équipe, ce qui du coup devrait mener à une rivalité, à un match de championnat entre eux. Donc là, ce match-là, en fait, il est juste là pour donner une victoire, pour montrer ce que vaut AOP dans le ring avant qu'ils aillent en rivalité avec les champions. Mais du coup, j'en avais rien à faire parce que c'est une équipe que je ne connais pas. Alors, certes, on pourrait se dire oui, mais justement, c'est l'occasion de la découvrir. Mais oui, mais non. J'aurais envie de la découvrir s'il y avait une histoire, s'il y avait quelque chose. Là, on la fout contre une équipe juste parce que Mike Blade et Sophie, c'est une très bonne équipe. Hein. Mais voilà, juste parce que eux aussi, il faut qu'à un moment donné, ils catchent un peu. Et puis, c'est tout, quoi. Tu sens qu'il n'y a aucune volonté de mettre en avant Malik Blade et Idris Enofe plus que ça. Tu sens que les AOP c'est juste pour leur donner une victoire avant d'aller en rivalité contre les champions. Bref, un passage honnêtement que moi j'ai trouvé totalement osef. Et ensuite on passe à un moment que j'ai adoré, Ivar contre Josh Briggs. C'était très bien aussi. Et oui, les deux en plus qui se retrouvent dans ce match à cause de ce qui s'est passé backstage, puisque Ivar va dire à Josh Briggs un truc du genre bon, repose-toi mec, t'es pas hyper en forme, t'as fait du très bon travail contre Obafemi et toi Stand and Deliver, mais voilà, maintenant je m'occupe d'Obafemi, et une fois que je suis champion nord-américain, mec, tu seras le premier à qui j'offrirai une chance pour le titre. Vraiment, Ivar, très cool. Et là, t'as Josh Briggs. Il y a des moments comme ça, j'adore. Il y avait un coup dans la promo de Tony D'Angelo où j'en ai pas parlé. À un moment donné, t'as Damon Kemp qui essaye de parler. Puis t'as Tony D'Angelo qui fait oh, Damon, mais ferme ta gueule. On t'a pas parlé. Personne t'a dit de prendre le micro. Enfin, bien sûr, il le dit pas comme ça. Mais clairement, c'est ce qu'il dit. Il fait mais tais-toi. Personne t'a demandé de parler. Franchement, j'ai adoré. J'adore les petits trucs comme ça. Et là, c'est un peu pareil. Hein. Josh Briggs, il regarde Ivar. Puis il dit mais dégage, retourne à Raw, t'as rien à foutre là. Il fait de toute façon, voilà, globalement, t'es pas de NXT, donc casse-toi. Et je trouvais ça intéressant, du coup, forcément, Ivar, maintenant, il veut en découdre. Les deux hommes se retrouvent dans le ring, on a un très bon match entre deux hommes très costauds, ça s'en envoie plein la gueule. À plusieurs reprises, Josh Briggs, il essaye de soulever Ivar, mais il n'y arrive pas totalement. Donc voilà. Et après, il faut aussi dire qu'il est censé aussi, vendre ce qui s'est passé à Stand and Deliver, qui a que une semaine et demie à peu près. Donc voilà. Et le match, en plus, il va se terminer clean, victoire de Ivar avec un moonsault de la troisième corde, très beau moonsault. Bref, un match que je conseille aussi de voir. Parce que voilà, les deux hommes sont donnés à fond, c'était génial. J'ai adoré ce qui s'est passé. Pour moi, c'est vraiment le deuxième meilleur match de la soirée. On arrive au main event, un main event dans lequel j'ai été un peu déçu. Voilà, Carmelo Hayes contre Trick Williams dans un Steel Cage match. J'avais trouvé que leur match à Stand Deliver était très bien. Et celui-là, honnêtement, je le trouve beaucoup moins bien. Déjà, on sent quelques petites approximations parfois dans la cage. La cage, elle est un peu à chier. La cage, à chaque fois que quelqu'un la touche, tu l'entends en train de faire... Bon, bien sûr, ça fait pas de bruit là, une cage, mais vous avez compris ce que je veux dire. Elle est tout le temps en train de bouger, de faire une tonne de bruit.
Ça se demandait si les morceaux ils vont pas tomber au bout d'un moment là, parce qu'à un moment donné tu vois les gens en train de monter la cage et tout, tu dis oula, elle est pas très très belle cette cage, hein. En plus, moi, les steel cage, j'aimais bien l'époque où vraiment tu essaies de gagner un steel cage en sortant de la cage. Maintenant, les gens ils s'embêtent plus, ils font des tombées. Je trouve ça un peu chiant parce qu'au final, que ce soit dans un steel cage, que tu sois dans un, comment ça s'appelle, un Hell in a Cell, un Wargames ou quoi que ce soit, en fait, maintenant, bah ça change rien à part la taille de la cage, le nombre de personnes que t'as dans la cage et puis c'est tout. Alors comment le steel cage avait cette originalité d'être la cage dont tu dois sortir. Euh, et ça je trouvais ça bien, mais bon bah c'est de moins en moins souvent que ça arrive. Après le match entre Melo et Trick Williams, il est pas mauvais, mais c'est juste que pour moi, par rapport à ce qui s'est passé à Stand and Deliver, bah c'est forcément moins intéressant, c'est moins bon. La cage en vrai elle sert à rien, hein. T'enlèves la cage, c'est limite mieux quoi. Euh, En plus on a des interventions sur la fin avec le service de sécurité de Carmelo Hayes qui tente d'intervenir à droite à gauche. C'était bien mais sans plus quoi, surtout que encore une fois personne n'en profite pour terminer le match, c'est n'importe quoi. T'as Melo qui est à côté de la porte, il peut sortir et gagner le match. Non, t'as juste un mec qui vient avec une chaise et puis qui veut frapper Trick Williams, bon il se fait défoncer, mais tu te dis bah voilà, Trigella, Carmelo, t'aurais pu sortir et gagner le match, pourquoi tu l'as pas fait? En plus, quand Trick Williams il envoie le mec de la sécurité à l'extérieur du ring par la porte, pareil, il aurait pu sortir et gagner le match, donc qu'est-ce qu'il fait? Il ferme la porte et il retourne dans le ring. Tu fais, mais putain, c'est nul, c'est nul. Enfin, je veux dire, normalement, tu prends toutes tes chances de gagner le match. Le but, c'est pas de vous frapper sur la gueule, le but d'un match, c'est de le gagner. Enfin, là, les deux ont eu une chance de gagner facile, mais non, même pas. Au final, on a une victoire Trick Williams avec son coup de genou à travers la chaise que portait Carmelo Hayes dans les mains. Pas étonnant, pas ce que j'aurais le plus voulu, mais bon, c'est comme ça. Euh, voilà, un peu déçu de ce main event. Encore une fois, le match n'était pas non plus mauvais, mais je trouve que le steel cage, en fait, la stipulation, je trouve qu'elle n'a servi à rien. Parce qu'en vrai, tu enlèves la stipulation, les mecs ils peuvent quand même intervenir. Comme ils ont absolument voulu terminer le match sur un tombé, bah en vrai, la cage elle sert vraiment à que dalle, hein. Tu veux le tomber, tu peux le faire sur un match normal. Bref, j'ai trouvé que la stipulation ne servait à rien dans ce match. Alors pourtant, quand il y a un steel cage en général, enfin un match en cage, je suis plutôt hypé, mais là, j'ai trouvé que c'était très mal utilisé. Voilà. Du coup, maintenant, on va revenir un peu sur l'épisode de la semaine dernière. Alors, la semaine dernière, qu'est-ce qui s'est passé? On a eu une ouverture sur Roxanne Perez, hein, qui nous a fait une ouverture, une petite promo de heel dont j'en avais rien à foutre, jusqu'à ce que Lyra Valkyria vienne demander un rematch. Voilà. Et du coup, il y a Tatum Paxley qui va intervenir. Et qu'est-ce qu'elle va faire, notre très chère Tatum? Et bah, elle va choper Lyra Valkyria, elle va la balancer dans les escaliers. Ce qui marque un heel turn, hein, et la fin de leur amitié. Et pourquoi je suis très heureux que tout ça arrive? Tout simplement parce que je l'avais prédit, je l'avais pré-shot quasiment dès le début de la relation entre Lyra Valkyria et Tatum Paxley. Parce que dès le début, je l'avais dit, avec le personnage de Tatum Paxley qui est en mode super fan de Lyra Valkyria et Lyra Valkyria qui la repousse, je me suis dit, tu as totalement de quoi faire une histoire à la Mister Indestructible et Syndrome. Tu avais totalement de quoi faire la même chose, et au final, bah, c'est ce qu'ils ont fait. Et oui, finalement, la fan s'est retournée contre son idole, et ça, bah, j'ai kiffé, oui, parce que c'est ce que je voulais dans cette rivalité, qu'à un moment donné, Tatum Paxley turn sur Lyra Valkyria. Leur amitié, elle était très jolie, au bout d'un moment, elle s'est développée. Je me suis dit, bah merde, j'ai raconté de la merde. Et finalement, non, j'avais raison. Tatum a bien turn sur Lyra Valkyria. A noter que, du coup, à partir de cet épisode du 9 avril, donc la semaine dernière, on a eu le nouveau générique
Vous savez, le petit générique en début avec le truc, je sais plus c'est quoi le premier mot, mais après t'as le Now ou Forever, machin. Et ben, on a eu le nouveau à NXT sur le 9 avril pour la première fois pour lancer cette nouvelle ère. Et d'ailleurs, j'ai trouvé que pour un show d'une nouvelle ère, c'était pas ce qu'il y avait de mieux pour NXT. Parce qu'ensuite, on a enchaîné sur Kiana James et Izzy Dame contre Fallon Henley et Kelani Jordan. Voilà, honnêtement, j'avais pas grand chose à faire. Bon, content que Kiana James ait gagné, forcément. Mais voilà, en soi, j'en avais pas grand chose à faire. Ensuite, on a eu Scripps contre Jevon Evans, hein, le tout premier match de Jevon Evans. Ça, c'était génial. Franchement, ce mec, il est incroyable. Il y a ce moment là où il saute dans les cordes, où il part en arrière à moitié pour finir en RKO. Ce move, il est absolument génial. Il finit son match avec une sorte de sauvrier de la troisième corde. Bref, il bat Scripps et ensuite il s'enfuit un peu avant de se faire attaquer par OTM. Mais franchement, les débuts de Jevon Evans étaient absolument incroyables. Ensuite, on a eu Roxanne Perez contre Natalya. Et oui, Natalya qui était venue défier Roxanne Perez et Varane avait accepté le truc. Bref, tu te dis quand même, on est dans la nouvelle ère. La nouvelle ère. Premier match de championnat de Roxanne Perez, c'est Natalya. Sérieux. Alors, Natalya, il y a 20 ans, ok, c'était peut-être mieux, mais aujourd'hui, c'est pas terrible, Natalya. Alors, on a vu des vidéos en dehors d'entraînement et tout, où effectivement, elle a encore le potentiel de faire des gros trucs. Mais elle le fait pas dans le ring, où la compagnie lui laisse pas l'occasion de faire ces grandes choses. Ce qui fait qu'en général, les matchs de Natalya, on se fait chier et on veut pas la voir. Et là, on commence, premier match de championnat de Perez, et super, un match de championnat, en plus victoire de Roxanne Perez avec une intervention de Lola Vice qui met un petit fouetté dans la jambe de Natalya. Voilà, Roxanne Perez F son pop rocks, paf, victoire de Perez. Ouais, franchement, j'aime beaucoup Roxanne Perez, mais pour sa première défense de titre, j'étais déjà en train de souffler. Je fais putain, on lui a mis ça dans les pattes direct, ça commence mal. Ensuite, on a eu un match entre Miles Borne et Damon Kemp contre Stax et Lucas Cruzifino. C'était pas mal. J'ai noté qu'on avait eu un finisher à deux mieux que la Bim Badaboom, je sais pas quoi là. En plus, j'ai vraiment marqué je sais pas quoi. Voilà, parce que je trouve que le finisher de Stax avec Angelo était pas terrible. Alors là, je me souviens plus exactement de comment il était, celui de Stax et Cruzifino, mais en tout cas, j'ai noté qu'il était bien mieux. Voilà. Ensuite, on a eu Jaida Parker contre Brindley Reese. Voilà, j'ai noté victoire de Jaida avec un coup de fesse. Bon, ça fait plaisir de voir Brindley Reese catcher, mais même Jaida Parker. Hein. Mais bon, c'est deux catcheuses qu'on voit extrêmement peu. Et voilà, je sais même pas pourquoi ce match a eu lieu. Hein. Et ensuite, on a eu un match entre Axiom et Nathan Fraser contre Wolf Dog, donc la revanche de Stand and Deliver. Et là, j'avoue que j'ai été plutôt énervé après ce match. Mais pas énervé comme vous pouvez vous y attendre. Hein. J'étais énervé parce que on a fait gagner Axiom et Nathan Fraser. Ce qui fait que, en gros, il y a eu le kick là de Axiom, Phoenix Splash de Fraser sur Baron Corbin, et du coup, Axiom et Nathan Fraser ont gagné du coup les titres de NXT par équipe. Et ce qui m'énerve, c'est que j'avais pronostiqué Axiom et Baron Corbin, Axiom et Nathan Fraser comme nouveaux champions à Stand and Deliver. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont fait gagner Wolf Dogs pour ensuite faire perdre Wolf Dogs 3 jours après. Je ne vois pas l'intérêt. Au bout d'un moment, Axiom et Fraser, fallait les faire gagner à Stand and Deliver. Je veux dire, vous les aurez fait gagner, je sais pas, un mois, ou encore là, à Heatwaves, allez, 3-4 semaines après. À la limite, ça aurait pu passer. Mais là, vous faites gagner Wolf Dogs pour faire un match retour 3 jours après, et que là, Axiom et Fraser, ils gagnent, mais 3 jours après Stand and Deliver. Non, pour moi, ces mecs-là, ils devaient gagner à Stand and Deliver et pas ailleurs. Et du coup, ça m'a saoulé.
Parce que je me suis dit, c'est complètement con de faire ça. Je me suis dit, bon, est-ce que Wolf Dogs va encore gagner et partir sur une autre rivalité, ou est-ce que Axiom et Fraser, eux, vont gagner, alors que bah, c'est à Stand and Deliver qu'il fallait le faire, pas ailleurs. Et ça, j'avoue que ça m'a saoulé. Pour moi, leur victoire devait être à Stand and Deliver et pas ailleurs. Bref. Et du coup, les nouveaux champions, Axiom et Fraser, seront attaqués par The Final Testament, donc le clan de Karrion Kross avec AOP, du coup, qui a mené au match qu'on a eu cette semaine. Et du coup, en main event, enfin segment main event, on a Trick Williams qui va venir au ring pour aller de Stand and Deliver, on s'en fout. De finir la story, ça c'était plus intéressant. Voilà, il va mentionner Cody, finir la story comme Cody. Voilà, lui il l'a fait, donc maintenant à mon tour de terminer mon histoire. Puisque dans le public il y avait quelqu'un qui avait un panneau Finish the Story. Donc ça c'était très intéressant. Trick Williams veut se lancer pour finir sa story. Et finir sa story, c'est de vaincre Ilya Dragunov pour le titre de NXT. Donc Dragunov va lancer un défi à Trick Williams, qui est celui-ci. J'accepte un rematch pour le titre, mais si tu perds, tu quittes NXT. Et là c'est extrêmement intéressant, parce que moi je vois pas Trick Williams perdre. Pour moi Trick Williams il finit champion. Bon, au moins ils ont l'intelligence, que pour moi Trick Williams il devait être champion à Stand and Deliver. Pour moi ça se discute pas. Trick Williams avec la popularité qu'il a, ils auraient dû le mettre champion à Stand and Deliver. Je pense que les gens auraient été encore plus fous qu'après sa victoire contre juste Carmelo Hayes. J'en suis sûr. Mais là, on a le match à Heatwave. C'est déjà un peu plus intelligent de faire ce match-là à Heatwave. Les gens ils vont quand même être fous. Mais je pense qu'à Stand and Deliver, ça aurait pris une autre dimension avec le public qu'il y avait là-bas. Mais voilà, moi je vois pas Trick Williams perdre. Donc dans tous les cas, celui qui perdra, pour moi, il finira dans le roster principal. Mais je pense que ce sera plus Ilya Dragunov. Donc voilà. Et du coup, j'aime bien la petite stipulation qui est hyper intéressante. Au final, à l'après, on a Melo qui va agresser Trick Williams. Va annoncer un Steel Cage match pour la semaine prochaine. Qui au final, voilà, j'en attendais beaucoup après l'annonce de Melo. Et au final, j'avais été super déçu. Mais dans la globalité, j'ai envie de dire que l'épisode de la semaine dernière, c'était quand même un bon épisode. Mais pour un premier épisode de la nouvelle ère, j'ai trouvé que tout était pas très bon. On a eu des très bonnes choses, les débuts de Evans, le heel turn de Tatum Paxley, voilà, enfin bref, il y a eu plein de petites choses intéressantes et d'autres choses que j'ai trouvé moins bien. Pour moi, Axiom et Fraser, ils devaient gagner à Stand and Deliver et pas ici. Genre Natalia qui est la première défense de titre de Roxanne Perez, je veux dire t'es dans la nouvelle ère, nouvelle, que un mot important, donc je sais pas, tu mets en avant les nouvelles stars, tu mets pas en avant les anciennes stars, ça s'appelle la nouvelle ère, pas l'ancienne ère. Bref, dans la globalité le show était quand même sympa. On va du coup maintenant faire un petit retour rapidement sur je vais dire NXT, sur WrestleMania 40. Du coup, je vais juste récupérer vite fait les pronos que j'avais mis. Et en plus, je suis hyper heureux parce que je vous le dis à l'avance, tous mes pronos étaient bons. J'ai fait un sans faute sur la nuit 2 de WrestleMania. C'est incroyable. Franchement, j'aurais jamais pensé pouvoir faire un prono parfait. J'aurais jamais cru. 43 abonnés, franchement, elle évolue bien cette chaîne-là. Alors, nuit 2 de WrestleMania, donc on a commencé avec... alors bien sûr, je vais pas remettre tous les résumés que j'ai fait, je vais juste revenir sur les résultats et rapidement ce que j'ai aimé ou pas, et puis voilà. Enfin, justifier la note que j'ai mis à chaque fois. Du coup, match 1, on a eu Seth Rollins contre Drew McIntyre pour le titre World Heavyweight. J'avais écrit... Attends, c'est... il est où le match Ah oui, là. Match 5, enfin oui. Alors j'avais noté, je pronostiquerais Damian Priest. Je le vois bien cacher sa mallette comme tout le monde lors du match de Rollins, et contrairement à d'autres, je vois bien Priest réussir son cash-in. Attends, je enregistre bien là.
Ah oui. Putain, j'ai eu un doute sur le fait que je parle à vide. Ça m'est déjà arrivé, donc je préfère faire attention. Mais du coup, voilà, beaucoup, vous voyez, voulaient absolument pas Damien Priest comme champion. Moi, honnêtement, je trouve qu'il a les épaules pour être champion. Après, à voir comment sera son règne. Mais du coup, pour moi, c'était évident, voilà, que ça allait arriver. Le match en lui-même, il était excellent. Hein. On a eu un très bon match. Ça a démarré direct sur du Claymore Kick et tout. Et le match, en vrai, je lui ai mis 5 sur 5. Voilà. Direct. Opener, 5 sur 5. Il n'y a pas eu beaucoup de choses qui m'ont dérangé. Je pense que s'il n'y avait pas eu le caching, genre le match, j'aurais mis un 4 sur 5 ou un truc comme ça. Bref, c'était excellent. Il y a toute cette histoire du tweet de Drew McIntyre en plein match et tout, en mode buried at work, en mode je m'ennuie au travail. Je me dis, mais il est incroyable son personnage aujourd'hui, j'adore. Et en plus, bah du coup, Drew McIntyre, il termine le match avec une Claymore Kick, nouveau champion du monde poids lourd. Il y a un petit échange de flambeaux, on le voit dans le regard et quelques mots échangés entre Rollins et Drew, c'est génial, il y a de l'émotion. Drew McIntyre, il va célébrer avec sa femme, avec qui il avait pris le téléphone pour tweeter. Sur le coup, je me suis dit, bah attends, le mec il prend le téléphone de quelqu'un comme ça, bah, non, c'est juste sa femme. Et du coup, ensuite, il se retourne vers CM Punk était commentateur. Et du coup, il vient le provoquer. Et du coup, bah, CM Punk, il attaque Drew McIntyre. Ensuite, on entend la musique de Damien Priest. Il propose le cashing. Il envoie un coup de mallette dans la gueule de Drew. Ensuite, il envoie son sort de Chokeslam. 1, 2, 3. Victoire de Damien Priest qui cashing dans l'opener de WrestleMania. Ce qui est marrant, c'est que Seth Rollins avait cashing dans le main event. Damien Priest lui cashing dans l'opener. Au moins les deux parce que beaucoup disaient oui, il faut pas que Damien Priest cashing dans le main event, sinon ça va effacer le cashing de Seth Rollins. Alors non, ça effacera jamais le cashing de Seth Rollins si quelqu'un d'autre cashing dans le main event de WrestleMania, je vois pas pourquoi. Mais au moins la WWE a, on va dire entre guillemets, écouté les fans et a fait le cashing ailleurs. Et dans l'opener, je trouve que c'est une très très bonne idée. Ensuite, le deuxième match, qui était le match un peu où on en a rien à foutre de la soirée, qui était The Final Testament, donc avec Akam Rezar, the AOP, et du coup Karrion Kross, contre The Pride, du coup les Street Profits, Angelo Dawkins, Montez-Ford et Bobby Lashley. J'avais mis, je pronostiquerais The Pride, histoire de donner du momentum à la team de Bobby Lashley, qui est totalement perdante dans leur histoire pour l'instant. Et qui apparemment, l'histoire est terminée, puisque The Final Testament, depuis la semaine dernière, est en train de foutre la merde à NXT. Du coup, ce match, je l'ai noté 3,5 sur 5. Honnêtement, je trouve que c'est honnête, parce que c'était un street fight, avec Boba Ray Dudley en arbitre spécial. Ok, bon, je sais qu'il a fait des matchs un peu TLC et tout avec Edge et Christian et les Hardy Boys, mais bon, moi je le connais pas plus que ça, donc j'en avais un peu rien à faire qu'il soit là. Qu'il soit là ou pas, pour moi, ça changeait pas grand chose. Oh. Bref. Qu'est-ce que je voulais dire de plus ? Ce qui a été intéressant, c'est que du coup, comme c'était un match hardcore, contrairement au au match 3 contre 3 de la veille avec Jade Cargill ou celui de Stand and Deliver avec Tahale et tout, c'est qu'au moins le côté street fight a permis d'avoir de l'action tout le temps et qu'on se fasse pas chier, quoi. Voilà. Bon, t'as des interventions de Scarlett et B5, bon, ça va un peu dans tous les sens. Mais le match est intéressant, à ce moment où les Street Profits ils te posent qu'un cross sur la table et que la table elle casse toute seule, tu dis bon, ok. Mais voilà, après ils vont le remettre sur une autre table, ils vont récupérer une autre. Voilà, et puis avec un splash de Montez-Ford à travers la table, du coup, victoire de The Pride. J'avais raison, voilà, c'était sympa, et puis on a pu passer rapidement à autre chose. Ce autre chose était sympa, mais je l'ai un peu moins bien noté, c'était LA Knight contre AJ Styles.
j'avais noté ceci. Je pronostiquerai LA Knight, comme pour Trick Williams, je ne suis pas dans le train de la hype. Mais je ne vois pas comment ne pas faire gagner quelqu'un avec autant de soutien lors de la week WrestleMania. Et c'est ce qui s'est été révélé avec Trick Williams et qui se révélera à nouveau avec LA Knight. J'avais noté en commentaire que je préférais l'ancien theme song de AJ Styles. On verra avec le temps si je m'y habitue, mais en tout cas pour l'instant j'en suis pas fan. Le match, j'ai noté 3 sur 5. Pour moi, c'était bien sans plus pour un match de rivalité. J'ai trouvé qu'on avait plutôt un match assez classique, mais en même temps, AJ Styles il offre souvent des grosses perfs. LA Knight, même si je suis pas un grand fan, en fonction de qui il a en face, il se donne à fond aussi. Mais comme ils le font également en weekly, de se donner à fond, en PLE, tu te dis ok, on n'a pas l'impression de voir un truc exceptionnel, on a l'impression de voir un truc qu'on peut voir partout avec ces deux mecs-là. Et du coup, voilà, j'ai pas détesté, mais j'ai quand même été un peu déçu. Je m'attendais à beaucoup mieux. Et du coup, on a eu une victoire de LA Knight qui nous a fait un petit rappel à un match. Je crois que c'était un triple menace. Je crois que c'était avec Roman Reigns, mais j'en suis pas sûr. Où en gros, Roman Reigns avait poussé, si c'est bien lui, LA Knight dans les cordes pendant qu'AJ Styles allait faire son phénoménal forearm. Et du coup, ça avait permis à ces derniers de perdre. Et là, du coup, LA Knight, il rappelle un peu le move, puisqu'il va lui-même pousser les cordes pendant le Phénoménal Forum, ce qu'AJ Styles va se casser la gueule. Et ensuite, grâce à son finisher, LA Knight va remporter le match. Après ça, on rentre dans tout ce qui était génial de la soirée. Donc Logan Paul contre Randy Orton contre Kevin Owens pour le titre des États-Unis. Je pronostiquerai Logan Paul. C'est la pire chose qui puisse arriver dans ce match, puisque j'aurais largement préféré un Kevin Owens ou un Randy Orton. Mais si pour Randy Orton, il devrait plutôt aller sur un titre principal. Même avec un règne à la Drew McIntyre, c'est pas très grave. Si ça peut lui faire égaler le nombre de victoires de championnat du monde à John Cena et Ric Flair, c'est très bien. Et du coup, j'avais noté, mais je pense que la foule a besoin de se prendre une clim avant l'explosion de joie en main event, et donc faire gagner Logan Paul peut créer facilement cette clim. Voilà, donc j'ai noté le match 4,75 sur 5, le match était incroyable. Franchement, ça a été un excellent match, j'ai juste enlevé quelques points, parce que forcément... on n'a pas vraiment le gagnant escompté. Le début c'était sympa, mais bon, je veux dire, le côté où t'as deux mecs qui s'entraident et puis ensuite on se frappe dessus. Bon, en fait, ce qui me manque dans ce match et dans la construction, c'est qu'à un moment donné, Randy Orton et Kevin Owens se soient rentrés dedans. J'aurais fait qu'il y ait un moment donné où les deux peuvent pas se blairer et puis qu'on ait vraiment un match où trois personnes veulent le titre. Que là, quand tu vois le début de match, j'ai l'impression d'avoir un match handicap où deux mecs tabassent Logan Paul. Je trouvais ça un peu dommage. Mais tout le reste du match est incroyable. Franchement, je peux pas vous redire tout ce qu'il y a eu dedans, mais c'était absolument génial. Et du coup, la fin de match, c'est tout simplement une pop-up powerbomb contrée en... Oula, attends. Oui, non, pop-up... Attends, qu'est-ce que j'ai mis? Owen va enchaîner la pop-up powerbomb sur Logan Paul, puis sur Orton. Ah oui, non, ok, c'est juste après, il y a une autre pop-up powerbomb de Owen, cette fois sur Orton, qui la contre avec un RKO, c'était génial. Et ensuite, Logan Paul, de manière un peu opportuniste, il va dégager Orton du ring, il va passer un splash pour la victoire. Logan Paul est donc le seul, l'un des seuls plutôt... Attends. Non, en fait, attends, il y a que deux personnes qui ont retenu leur titre à WrestleMania. Ouais, je crois qu'ils sont que deux. Bref, en tout cas, il a conservé son titre. Voilà, c'était excellent. Match à revoir, qu'on aime ou pas Logan Paul. Ensuite, on a eu Bayley contre Io Sky pour le titre WWE Women's Championship. Et là-dessus, j'ai noté, je pronostiquerai Bayley, puisqu'elle est totalement dominée par Damage Control, un peu ce que j'avais mis pour The Pride, mais surtout parce que je veux voir ma catcheuse préférée retoucher à un règne de championne. Et c'est ce qu'on a eu, c'était trop bien. Le match, j'ai noté 4,5 sur 5, c'était un très très bon match, le public
a été très 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 bruyant derrière Bayley, c'était incroyable, l'ambiance était géniale, le match était très très bon, on a deux excellentes catcheuses, mais là où j'ai enlevé des points, c'est que en fait on a bien construit la rivalité au départ, juste après la victoire au Royal Rumble de Bayley, et ensuite il s'est plus rien passé. Ensuite, la rivalité entre Bayley et Io Sky est totalement passée au second plan. On s'est concentré quasiment que sur sur Nia Jax et Becky Lynch, parce que même la rivalité Rhea-Becky a été extrêmement peu travaillée. Et ce qui fait que là, Bayley Io Sky, au bout d'un moment, tu vois, t'arrives, tu te dis attends déjà, qu'est-ce qui s'est passé, machin. Voilà, on n'a pas cherché à continuer à construire la rivalité, ça je trouvais ça un peu dommage. Et ce qui fait que dans le match, ça se ressent un peu qu'on raconte plus vraiment l'histoire de trahison, tu vois, tu ressens pas de colère, de haine de Bayley, tu vois, tu as plus l'impression d'avoir un combat d'une challengeuse contre une championne. Et ça, j'ai trouvé ça un peu dommage. Voilà. C'était pas mauvais, mais je trouvais un peu dommage qu'ils aient fait ça. Parce que le match, pour moi, il aurait pu avoir un 5 sur 5 si on avait eu des petits retours sur leur histoire à chaque fois. D'ailleurs, je crois que Bayley aussi a changé de chanson. Je l'ai pas noté, mais je crois qu'elle avait changé son thème d'entrée, que j'ai pas trop kiffé non plus. Bref, on verra avec le temps. Et ensuite, le main event, Cody Rhodes contre Roman Reigns pour terminer la soirée. Oui, la soirée, la story, pour le titre Undisputed avec le Bloodline Road match. Mon pronostic, j'avais noté ceci. Je pronostiquerai Cody Rhodes après un Bloodline Rules match, puisque je me doutais très bien que Roman Reigns et The Rock allaient gagner la veille. Cela permettra à Cody d'en ressentir encore plus fort et de finir son histoire. J'avoue avoir peur de ce qu'ils feront de Cody, ayant toujours travaillé son perso sur le fait de finir son histoire, qui est de gagner le titre, que son père n'a jamais eu, tout ça. Mais une fois qu'il a gagné le titre, qu'est-ce qu'on raconte, puisque l'histoire est terminée. Voilà, ça c'était un peu ce que j'avais mis, un peu ma crainte. Et pour l'instant, ma crainte est un peu justifiée, parce que pour l'instant, Cody Rhodes, on raconte pas grand chose autour du titre. Y a eu cette promo avec The Rock qui est incroyable, qui tease des choses, mais pour beaucoup plus tard. Et pour l'instant, Cody Rhodes, il fait un peu le tour des shows, voilà, à un moment donné, regardez ma ceinture, je suis champion, j'ai fini l'histoire. Mais pour l'instant, on ne construit rien, ce qui est un peu dommage. Et je sais même plus qui s'est lancé pour être son challenger, pour vous dire à quel point, ouais, ok, il vient, il est beau, il a une belle ceinture, mais voilà, maintenant, faut nous raconter des choses. C'est bon, c'est fini de célébrer. WrestleMania, c'était il y a quasiment 2 semaines. Maintenant, faut continuer l'histoire maintenant. Voilà, faut faire des choses. Bref. Le match, j'ai mis 5 sur 5. Voilà, il n'y a rien à dire, c'était 5 sur 5. Au début, je voulais mettre 4,75 sur 5, mais même moi, n'étant pas dans la hype Cody Rhodes, j'ai été hypé. Enfin, j'ai pas été hypé, j'ai été... Ce que je vais dire, ça n'est pas français, je vais reformuler la phrase. J'ai eu de l'émotion pendant la célébration de Cody Rhodes. Pourtant, encore une fois, je suis un gros fan de Roman Reigns. Je ne suis pas le plus grand soutien de Cody Rhodes. Il a un énorme talent dans le ring. Encore une fois, je le dis, il est très stylé, tout ça, il n'y a pas de souci. Mais je suis plus team Roman Reigns. Et pourtant, quand il a gagné, j'ai ressenti de l'émotion. La célébration a été incroyable et tout. Je fais, allez hop, 5 sur 5. C'est obligé, on ne peut pas mettre moins. Voilà. Dans le match, franchement, c'était incroyable. Peut-être un peu dommage aussi, c'est un truc qui fait que j'avais enlevé des points au départ. C'est qu'on est sur un Bloodline Rules match, donc techniquement un match où il peut se passer tout et n'importe quoi. Et finalement, on a juste un match simple. Pardon. Parce que franchement, il n'y a quasiment pas d'objet de sortie ou quoi que ce soit. C'est quasiment que un match simple. Voilà. Bon, bien sûr, il va y avoir des interventions vers la fin du match, ce qui était plutôt génial, puisque d'abord on a eu Jimmy Uso qui va intervenir sur le premier Crossroads de Cody. D'ailleurs, Cody qui va subir son propre Crossroads et
Roman Reigns qui va subir son propre spear. C'est pas la première fois qu'il subit son propre spear, mais pour Cody, je pense que c'est la première fois depuis son retour, en tout cas, qu'il subit son propre crossroads. Parce que c'est peut-être déjà arrivé à la AEW qui se le prennent dans la tronche. Ça, je n'en sais rien. Et du coup, Jey Uso il vient faire le save, les deux ils passent à travers une table à côté de la rampe d'escalier, enfin de la rampe d'escalier, enfin de la rampe pour rentrer, enfin bref. Ensuite on a Solo Sikoa qui intervient, on a même un Spear Samoan Spike mais ça suffit toujours pas, Solo Sikoa qui pète un câble d'ailleurs, ce qui se passe avec la Bloodline, mais ça, je trouve ça incroyable, j'ai hâte de voir le retour de Roman Reigns. C'est quasiment sûr que Roman Reigns n'a jamais donné les ordres à Solo Sikoa, parce que Roman Reigns il aurait donné les ordres à Paul Heyman et pas à Solo Sikoa. Donc hâte de voir si Solo Sikoa a pris l'initiative de trahir Roman Reigns de lui-même, ou est-ce que, comme beaucoup le pensent, c'est The Rock qui agit en sous-marin et se sert de son cousin pour prendre la tête de Roman Reigns. Très intéressant tout ça. Voilà. Après il y a eu les débuts de Tama Tonga à SmackDown là, mais bon je le connais pas, donc j'ai hâte de voir ce qu'il donnera plus tard. Voilà. Mais du coup après ça, John Cena qui avait combattu Solo Sikoa, je sais plus dans quel cadre, du coup font un petit face-off. John Cena il se débarrasse de Solo Sikoa avec un attitude à travers une table des commentateurs. The Rock il intervient, gros face-off entre les deux hommes qui rappellent leurs affrontements à d'autres WrestleMania, parce que je crois qu'ils sont affrontés 3 fois, donc forcément le public est électrisé, pour utiliser les termes autour de The Rock, et du coup The Rock se débarrasse de John Cena, et là, le moment que tout le monde attendait, j'en suis sûr, c'était l'arrivée de Stone Cold Steve Austin pour se débarrasser de The Rock, mais au final non, ce sera l'Undertaker qui le fera. Un peu déçu, j'aime beaucoup l'Undertaker, j'ai beaucoup de respect pour lui, mais je suis très déçu parce que on a appris récemment la raison pour laquelle Stone Cold n'est pas intervenu, qui est tout simplement que Stone Cold et Triple H, Nick Khan, tout ça, n'ont pas réussi à se mettre d'accord financièrement pour ce segment. Alors je sais pas combien de billets de zéro Stone Cold voulait pour juste faire un face-off avec The Rock, mais en tout cas ils se sont jamais mis d'accord, et du coup ce qui fait qu'on a eu l'Undertaker à la place. Alors que ça aurait été beaucoup plus intelligent de mettre Stone Cold avec qui The Rock a eu des très très grosses rivalités légendaires. Voilà. Après ça gâche pas non plus la soirée, mais bon, quand on a entendu le gong de l'Undertaker, je pense qu'on a tous été en mode qu'est-ce qui se passe, pourquoi l'Undertaker? Bon, maintenant on sait qu'il y a eu des petits soucis financiers qui ne suffisaient pas à faire venir notre ami Stone Cold. Bref, après ça, on a aussi une intervention à un moment donné. Alors avant que The Rock se fasse défoncer par l'Undertaker, on a eu une intervention de Seth Rollins en mode tenue du Shield, musique du Shield et tout ça. Mais Seth Rollins, lui, il va pas avoir le temps d'intervenir parce qu'il va se prendre un Spear ou un Superman Punch de Roman Reigns. Et à la fin, du coup, il y a une chaise au milieu du ring. Et Roman Reigns a le choix, frapper Cody Rhodes ou frapper Seth Rollins. Et au final, Roman Reigns fera le choix de la vengeance, de rendre à Seth Rollins le coup de chaise que ce dernier lui avait porté il y a 10 ans, au moment où il a trahi le Shield pour rejoindre l'autorité. Donc très très intéressant. Et ensuite Roman Reigns, voilà, il se prend les 3 Crossroads, et victoire de Cody Rhodes, célébration avec plein de gens, Il y a Sami Zayn avec son titre intercontinental, Kevin Owens, LA Knight, Jey Uso, CM Punk, John Cena, il y a même Triple H qui va venir, une poignée de main entre Rollins et Cody, bref, un câlin avec Michael Cole, bref, plein de choses. Et notamment, moi ce qui m'a fait le plus plaisir, c'est la présence de Randy Orton, bien évidemment, parce que moi, Cody Rhodes, quand je l'ai découvert, c'était à peu près sur la période de la Legacies, où il était un des larbins de Randy Orton. Donc là, voir que cette fois c'est Randy Orton qui soulève Cody Rhodes sur son épaule et tout, je trouve l'image extrêmement belle.
Voilà, c'est une des choses qui fait que ça m'a beaucoup touché et que bah, du coup j'ai mis 5 sur 5 là-dessus. Et voilà, pour moi WrestleMania 40 c'était vraiment un très très bon show. Je ne sais pas si c'est le meilleur WrestleMania de l'histoire, mais en tout cas c'est le meilleur WrestleMania que j'ai vu moi dans ma vie, puisque j'en ai pas vu des tonnes non plus. Mais j'ai vraiment adoré, et je pense qu'un des plus gros facteurs qui fait que ce WrestleMania restera gravé dans ma mémoire, c'est The Rock. Peut-être qu'il n'a pas fait autant de perfs qu'il a pu faire quand il était frais et tout ça, mais en fait pour moi c'est la toute première fois en fait de ma vie que je vois en direct, enfin que je voyais en direct lors de la nuit 1 un match avec The Rock. Je veux dire, The Rock, je le connais, j'ai déjà vu des images d'avant, j'adore sa carrière au cinéma, pas tous ses films, mais j'aime bien le mec, j'aime bien sa filmographie, il y a des très bonnes choses dedans. Et bah du coup, ça fait que c'est quelqu'un que je respecte beaucoup, pour qui j'ai beaucoup d'admiration. D'ailleurs, j'ai vu il y a pas longtemps une vidéo avec un gamin là qui à WrestleMania lui dit oui, moi je suis venu pour te voir casser la gueule à Cody et tout. Alors que The Rock est censé être heel, il demande quand même au gamin, il y a son frère de venir pour faire une photo devant tout le monde. Bref, le mec il est génial alors que bon, il est censé jouer un méchant, mais bon. Voilà, hein, il peut pas s'empêcher d'être un mec cool. Et voilà, beaucoup de respect pour lui. Mais là, pour moi, c'était incroyable. Je veux dire, c'est la première fois de ma vie que là, en direct, mais c'était devant un écran, que je voyais The Rock dans un ring. Pour moi, c'est incroyable. C'était incroyable. Je veux dire, j'ai kiffé ce moment à mort, hein. Et voilà. Bon, après, entre les deux main events, j'ai quand même préféré celui de la nuit 1, mais dans tous les cas, on a eu du très très bon. Ted Deliver était très bon aussi. Bref, voilà. Après, on va conclure sur les mots, mais vraiment la vidéo entière sur les mots de Cody Rhodes, comme aurait dû se conclure la vidéo sur WrestleMania 40. Mais du coup, on va d'abord conclure la vidéo du show d'aujourd'hui. Donc on commence avec les previews de NXT Heatwaves hein, pour conclure avec un triple menace entre Roxanne Perez, Lyra Valkyria et Tatum Paxley pour le titre de NXT. Bon, on est quasiment sûr, hein, Roxanne Perez elle va conserver, je vois pas du tout Roxanne Perez perdre le titre maintenant. Je vois pas l'intérêt de lui faire des matchs à Thunder Universe pour lui faire perdre 3 semaines après. Bon après on sait qu'il y a la draft qui va arriver. Peut-être que voilà, ils ont quand même voulu lui redonner le titre et que bon, mais bon, je la vois pas perdre. Ensuite, on aura un Sol Ruka contre Blind Davenport dans un Beach Brawl match qui sera juste en fait un street fight, hein, voilà. On aura un match entre les No Quarter Catch Crew contre The Family dans un 3 contre 3, donc les 3 hommes contre 3 hommes. On aura juste Rizzo qui observera le match. Hein. Voilà, ça peut être sympa sans plus. On aura Lola Vice contre Natalia. Apparemment je crois qu'ils vont signer un contrat pour préparer un NXT Underground match pour avoir la toute première NXT Underground Championship. Bref, pas trop compris leur délire. Ils t'annoncent un titre nord-américain féminin. Pour au final ne rien en faire pour l'instant, ne rien préparer, ni de tournoi, ni de Battle Royale ou je ne sais quoi. Mais au final on t'annonce un NXT Underground Championship. On verra ce que ça donnera ce truc là. Hein. Et on a Ilya Dragunov contre Trick Williams pour le titre de NXT avec je pense très certainement la victoire de Trick Williams qui deviendra champion. Bref. Dans la globalité, le show de cette semaine était vraiment bon. On a eu des très bons matchs. Hein. Je pense à Ivar, Josh Briggs et surtout Dragunov contre Evans. Après les autres choses qui sont passées, soit c'était intéressant, il y a eu des trucs aux F, mais dans la majorité c'était quand même plutôt bon. Pour conclure la vidéo, j'avais envie de dire, on va conclure avec les mots de Cody Rhodes. Comme il dit, on n'a pas besoin d'aimer Roman Reigns. Ce qu'il a fait pendant son règne de 3 ans, c'était incroyable. Et tout ce qu'on a à faire, c'est de le remercier pour tout ce qu'il a apporté au catch pendant ces 3 années. Il a élevé le catch à un niveau qui n'avait pas été atteint depuis longtemps, voire peut-être jamais. Mais je préfère dire depuis longtemps, ça fait moins Roman Reigns a tout fait en tant que gros fanboy, parce qu'en vrai j'en sais rien des chiffres, mais je sais qu'il a quand même mené le catch à un niveau où ça commençait à baisser avec le Covid et tout,
qu'il a remonté la barre à mort, hein. Ça se voit, hein, dès qu'il est là, les chiffres hein, sont toujours plus grands que quand il est pas là, les ventes aussi. Mais après de là à dire qu'il a fait mieux que la période Hulk Hogan, The Rock Austin et tout ça, bon, j'irai pas jusqu'à dire ça. Mais pour l'ère moderne, dans l'ère moderne, on peut clairement dire qu'il a élevé le catch à un niveau jamais vu. Et voilà, comme le public a scandé après ces paroles de Cody Rhodes, Thank you Roman, et bien effectivement, on peut le remercier pour tout ce qu'il a apporté et tout ce qu'il va continuer à apporter, puisqu'on a appris que Roman Reigns, bien qu'on le reverra pas tout de suite dans le ring, notamment parce qu'il est en train de tourner un film, il y a déjà une image là qui est sortie où il est sur le tournage d'un film. On a appris également que le gars il est aussi, il va continuer à écrire l'histoire de la Bloodline. Voilà, même s'il n'est pas dans le ring, il continue d'écrire l'histoire de la Bloodline. Donc ça me fait marrer les mecs qui sont en mode ouais, le gars il prend des vacances, il est jamais là machin, mais le mec il fait pas que ça. Le mec il est pas les mecs ils ont pas compris que quand la WWE il dit oui, il prend des congés, des machins. C'est juste le personnage qui est en congé. Dans la réalité, le vrai Roman Reigns, il n'est pas juste chez lui dans son canapé à rien foutre. Le mec, il continue d'écrire des histoires de la Bloodline avec Paul Heyman. Le mec, il est en tournage quand il peut. Alors, il y en a qui parlent du fait qu'apparemment Roman a eu des problèmes de santé par rapport à sa leucémie, tout ça. Bon, ça, j'en suis pas totalement certain. Hein, mais si c'est le cas, ça a encore plus de respect pour ce qu'il nous a apporté. Mais et pour ce qu'il apporte encore, hein, parce que il fait encore beaucoup de choses. Alors certes, il le fait dans l'ombre, mais comme il le fait dans l'ombre, bah, les gens ils le voient pas, donc pour eux, il fout rien. Et ça m'énerve. Ça m'énerve. Mais voilà. Moi, tout ce que j'ai envie de dire, c'est t'as eu sur ces mots. Merci Roman, et j'ai très très hâte de ton retour.